Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints dans Longue Vue, une émission portée par l'Unédic qui explore le futur du marché du travail et de l'emploi. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux aidants et à la fameuse génération sandwich, à la fois parents et aidants. Comment font-ils, ou plutôt devrait-on dire comment font-elles, les aidants étant majoritairement des aidantes, pour concilier tous ces rôles avec leur vie professionnelle? Et quelle peut être la responsabilité des employeurs face à cette situation qui concerne tout de même 5 millions de personnes? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Adrien Smid, consultant pour le cabinet Elab en charge de l'enquête Le travail en transition, consacrée à l'impact de la transition démographique sur le travail, et à ses côtés Serge Guérin, sociologue, enseignant-chercheur à l'INSEC, qui a beaucoup travaillé sur la transition démographique et sur la question des aidants. Longue Vue numéro 5, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Je le disais en introduction, Adrien, vous avez travaillé sur le troisième volet de l'enquête, le travail en transition, qui est consacré aux impacts de la transition démographique sur le travail. Vous aviez auparavant travaillé sur les questions des stéréotypes liés à l'emploi, donc les téléspectatrices de notre émission vous connaissent parce que vous étiez intervenu auprès de David Bourguignon. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude sur les impacts sur la transition démographique sur le travail? Comment est-ce que vous l'avez constituée? C'était quoi les finalités, les grands enjeux de l'enquête? Chacun peut le mesurer dans son quotidien. La France, depuis quelques années, est traversée par une accumulation, une superposition de bouleversements, de crises et de transitions. On peut penser à la crise sanitaire, Covid, qui, avec le confinement, a vu l'essor du télétravail. Je pense à la crise inflationniste et son poids sur le pouvoir d'achat. Évidemment, depuis plus longtemps, la crise écologique et le dérèglement climatique. Toutes ces crises, toutes ces transitions percutent les individus et les organisations qui doivent s'adapter ou qui redessinent leurs attentes et leurs priorités. C'est en particulier le cas des entreprises, mais aussi des actifs. Je prends deux exemples. Combien d'actifs se sont dit comment je concilie mes aspirations écologiques personnelles avec mon travail pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement? Ou alors, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, combien d'actifs se disent mais demain, comment je vais faire pour me former à ces nouvelles compétences? On voit donc que toutes ces transitions, elles bouleversent le monde du travail. Il était donc assez naturel pour l'Unédic de mieux comprendre et de mieux décrypter comment est-ce que ces transitions sont vécues. Et puis cette année, nous nous intéressons à la transition démographique, une transition que je définirais comme le vieillissement globalisé de la population, mais Serge le définira de manière plus précise et complète. Et donc, c'est vrai que la transition démographique, elle a en fait beaucoup d'impact dès aujourd'hui sur le quotidien des actifs. Tu peux donner quelques exemples? Oui, parce qu'en fait, c'est une transition qui a multiples facettes et qui a des conséquences profondes à différents niveaux de la vie personnelle et professionnelle d'un individu. On s'est par exemple intéressé à la parentalité. On sait qu'il y a une baisse de la natalité dans notre pays, avec un premier enfant qui est de plus en plus tardif. Et donc on a essayé de comprendre comment est-ce que les jeunes actifs, quand ils souhaitent devenir parents, comment est-ce qu'ils peuvent concilier cette parentalité avec la volonté, par exemple, de faire une carrière. Deuxième exemple, plutôt la fin de la carrière, la question des seniors en entreprise. Est-ce que les seniors sont un atout? Dans quelle mesure sont-ils un atout? Comment sont les relations intergénérationnelles en entreprise? Est-ce que les actifs eux-mêmes, notamment les plus jeunes, pensent à ce moment de la vie? C'est quand même à peu près un quart de sa vie professionnelle pendant lequel on est considéré comme un senior aujourd'hui. Et puis le troisième point qu'on a voulu creuser, et c'est ce qui nous animera plus en avant aujourd'hui, c'est la question des aidants. C'est-à-dire toutes ces personnes qui apportent une aide régulière à un proche pour des activités de la vie quotidienne et qui doivent concilier finalement deux journées en une, sa journée professionnelle au travail et sa journée personnelle pour aider un proche, voire même une triple journée avec des aidants actifs qui ont des enfants. C'est la fameuse génération sandwich. Parce qu'on est pris en fait en sandwich entre le fait d'avoir des journées de jeunes parents et les journées d'aidants d'un parent qui lui-même nécessite du soin au quotidien. Donc c'est une espèce de triple journée un peu insoluble, quoi. Dans l'enquête de l'Unédic, l'aidant est défini comme une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'un proche âgé de 55 ans et plus en perte d'autonomie du fait de l'âge, la maladie ou d'un handicap. Aujourd'hui en France, 15% des actifs déclarent être aidants, dont 8% sont à la fois aidants et parents, ce qu'on désigne parfois comme appartenant à la génération sandwich. Et on peut imaginer tout le poids que ça pèse sur sa vie professionnelle pour évoluer, pour progresser, pour se reconvertir. Toutes ces réalités du travail aujourd'hui sont percutées par une vie personnelle qui, dans ce cas précis, prend de plus en plus d'ampleur.
Et on va y revenir dans quelques instants, on va voir que ça concerne des millions de personnes. Mais d'abord, Serge, le regard du sociologue sur l'évolution démographique de la France, de temps en temps, on a l'impression que c'est très calme, on monte gentiment en âge. En réalité, vous parlez de grands bouleversements. Enfin, l'étude est là pour l'UNEDIC, parle de grands bouleversements démographiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce mot ? Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'étude, c'est que les gens l'ont vraiment intégré. À plus de 70%, les gens disent qu'il y a un sacré changement qui se passe. C'est vrai que c'est un changement qui a été à bas bruit. On ne le voyait pas au début. Ça s'est fait très progressivement. Ça a démarré dans les années 60, et puis aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est beaucoup plus visible. Et finalement, si on veut résumer, on pourrait dire que pour la première fois dans l'histoire de France, mais c'est vrai au-delà, en Europe, dans le monde, hormis l'Afrique et quelques pays du Moyen-Orient, c'est une réalité totale. C'est un grand vieillissement. On pourrait dire que, par exemple, depuis 2015, pour la première fois dans l'histoire de France, les moins de 20 ans sont devenus moins nombreux que les plus de 60 ans. Et entre aujourd'hui et 2030, les plus de 65 ans deviendront plus nombreux que les moins de 20 ans. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de France. Si je prends par exemple, aujourd'hui, il y a à peu près 21% de plus de 65 ans. En 1950, on était autour de 10%. Et je ne parle pas si on diminue, si on réduit encore. Ça, c'est la réalité première de cette histoire de vieillissement. Deuxième élément, c'est jamais on a vécu aussi longtemps. Ça aussi, c'est une révolution. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est ça qu'il faut dire d'abord. C'est d'abord une bonne nouvelle. À titre individuel, globalement, se dire je vis beaucoup plus longtemps que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, l'espérance de vie femmes-hommes confondus, c'est à peu près 83 ans. 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. 83 ans en moyenne. En 1900, c'était 46 ans. Donc en à peine plus d'un siècle, on a quasiment doublé notre espérance de vie. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Alors ça s'explique aussi parce que beaucoup moins de mortalité infantile et ainsi de suite. N'empêche qu'on vit beaucoup plus longtemps. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que depuis 2008, l'espérance de vie en bonne santé, on gagne plus d'espérance de vie en bonne santé que d'espérance de vie globale. Donc évidemment, c'est très très intéressant parce que vivre plus longtemps, si c'est pour vivre très mal, oui, ça se discute, on va dire. Alors qu'en revanche, si c'est pour vivre bien, j'aime bien dire que l'âge a rajeuni. D'ailleurs, il suffit de prendre des photos. Prenez quelqu'un de 70 ans en 1950, aujourd'hui, il aurait 90 ans. Quoi. On a gagné une vingtaine d'années. On l'a gagné sociologiquement, je dirais, physiquement, mais on l'a aussi gagné biologiquement. Aujourd'hui, par exemple, il y a une étude qui a été faite entre la génération 1940 et celle 1950, il y a biologiquement 8 ans d'écart. C'est-à-dire qu'on est 8 ans plus jeune. Donc on a aussi rajeuni, ce qui permet d'ailleurs aussi d'être plus à l'aise, par exemple, pour travailler, d'être plus à l'aise pour continuer à apprendre, ou ce type de choses. Donc ça change plein de choses. Ou tout simplement pour agir différemment ou pour penser son avenir différemment. Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles, parce qu'il y a des vieux qui sont de plus en plus jeunes. Mais vous l'avez dit au début, il y a quand même de moins en moins de jeunes, d'enfants. Et quand on va venir sur la problématique des aidants, combien sont-ils, qui sont-ils, c'est un problème, c'est que du coup, il y a moins d'enfants pour s'occuper de leurs parents que par le passé. C'est ça le grand bouleversement. C'est-à-dire que pendant un temps, surtout en France, il y avait un vieillissement, mais comme on continuait à avoir beaucoup d'enfants, globalement, il y avait une forme d'équilibre qui était beaucoup plus forte en France que par exemple dans plein d'autres pays européens. Or, depuis 2015, ça a diminué. Il y a à peu près, cette année, à peu près 120 000 enfants de moins qui sont nés dans l'année qu'en 2015. Donc, voilà. Donc là, depuis quelques années, ça diminue. Et donc, du coup, on continue de vieillir, il continue à y avoir de plus en plus de gens âgés, et de l'autre côté, il y a de moins en moins de jeunes. Et dans les gens âgés, on va arriver aussi dans un moment où les premières générations du baby-boom, donc nées après 1946, vont arriver à des âges avancés. À partir de 2031, ça sera des âges au-delà de 80 ans, 85 ans, et ainsi de suite, où il y a plus de risques aussi de ne pas être en grande forme. Donc plus de gens qui risquent mathématiquement d'être en moins bonne forme, et moins de jeunes pour s'en préoccuper déjà professionnellement, c'est-à-dire les métiers autour de l'accompagnement, et moins de personnes aussi putativement pour être des aidants. Très clair. Alors maintenant que justement cette équation est bien posée, Adrien, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous faire une cartographie des aidants? Je l'ai dit en introduction, plutôt des aidantes. Quel est le profil type de l'aidante? Combien il y en a et quel impact ça a sur son travail au quotidien? Ouais. Je peux démarrer avec une définition simple. Un aidant est une personne qui vient en aide régulièrement à un proche pour faire une partie ou la totalité des activités de la vie quotidienne. C'est par exemple aller faire les courses, c'est par exemple aller à un rendez-vous médical, ou bien faire des papiers administratifs. Et un aidant n'a pas toujours existé dans l'histoire. En tout cas, le statut d'aidant n'a pas toujours existé. C'est vrai que le fait d'aider une personne de sa famille, par exemple, plus âgée, quelque chose qui évidemment a toujours existé dans l'histoire de l'humanité.
Il y avait un droit moral, voire un droit légal, une obligation. Le Code civil de Napoléon, par exemple, impose l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, mais aussi, réciproquement, des enfants envers leurs parents. Et c'est vrai que dans les sociétés contemporaines, après notamment la Seconde Guerre mondiale et notre modèle social plus récent, cette responsabilité des personnes plus âgées, et notamment en perte d'autonomie, c'est quelque chose que la collectivité a pris en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une professionnalisation des métiers du soin, et puis tout simplement, c'était notre modèle social. Mais avec la transition démographique et le poids de plus en plus important des personnes du 4e âge dans notre société, cette responsabilité, elle s'est un peu plus individualisée. Là où elle était collective, ce que vous disiez avant sur l'humanité, c'est qu'avant, quand il y avait quelqu'un qui était très vieux, il était géré par tout un groupe, toute une famille, et là maintenant, ça repose sur uniquement les enfants, quoi. Maintenant, on a effectivement cette tendance, cette dynamique vers le retour à la responsabilité individuelle. Et c'est vrai que cette responsabilité individuelle, elle a émergé, il y a un tournant quand même au début des années 2000, notamment en 2015, avec une loi pour l'adaptation de la société au vieillissement. C'est un tournant parce que ça a donné un cadre légal et une reconnaissance officielle et publique au statut de proche aidant, avec notamment la création d'un droit de répit qui permet à un aidant de bénéficier d'une aide financière pour pouvoir, pendant une période de courte durée, bénéficier d'un professionnel de soutien de service à la personne à domicile, ou bien d'un hébergement lorsque la personne doit s'absenter ou ne peut plus s'occuper de ses parents pendant une courte période. Donc aujourd'hui, les aidants dans notre pays, c'est plus de 9 millions de personnes, donc c'est quand même près de 1 Français sur 7, qui apportent donc une aide quotidienne, une aide financière ou un soutien moral. Ce sont des aidants qui peuvent soit être seuls dans leurs responsabilités, ou alors qui sont accompagnés par d'autres membres de leur famille. Et ce sont des aidants qui peuvent aussi s'en occuper, on va dire, quasiment à temps complet. Il y a aujourd'hui près de 1/4 des aidants qui s'occupent plus de 20 heures par semaine de leurs proches, ce qui devient quasiment un autre travail, si vous me permettez l'expression. Ça fait 3 heures par jour, Ouais. c'est considérable. Ouais. Et donc ça, évidemment, c'est un poids sur le quotidien. Dans notre étude pour l'UNEDIC sur la transition démographique, on s'est plus spécifiquement intéressé aux aidants donc, qui sont actifs. Depuis 2023, l'UNEDIC publie chaque année, en partenariat avec le cabinet ELAB, une étude sur les transitions et leur impact sur le marché du travail. Après l'impact de la transition écologique du point de vue des actifs, l'impact des transitions écologiques et numériques du point de vue des employeurs, le 3e volet, publié en mai 2025, s'intéresse à l'impact de la transition démographique sur le travail. Et puisqu'on parle de transition démographique, des aidants qui accompagnent un proche plus âgé. Et si on suit cette définition, c'est 15% des actifs qui aujourd'hui déclarent être aidants d'un parent plus généralement. Alors 15%, ça peut paraître peut-être peu en pourcentage, mais si on considère qu'il y a à peu près 30 millions d'actifs, c'est quasiment 5 millions de personnes qui aujourd'hui doivent concilier aidants et vie professionnelle. Et puis vous avez la moitié d'entre eux, donc à peu près 2,5 millions de personnes, qui sont la génération sandwich et qui ont une vie professionnelle, des parents à s'occuper en perte d'autonomie et des enfants. Et juste parce que je le disais en introduction, j'ai retenu, mais je n'ai pas le chiffre exact, vous êtes plus fort que moi. Je sais que les aidants sont majoritairement des aidantes. Quelle est la part des femmes, justement Tout à fait. Donc les aidants, il y a une caractéristique sociologique importante, c'est que c'est une population plus féminine que la moyenne. 54% des actifs aidants sont des femmes, alors qu'elles représentent 48% de la population active en France. Les actifs aidants ont une autre spécificité, elle, qui est le télétravail. Ce sont des personnes qui font nettement plus de télétravail. Près d'un aidant sur 2 déclare travailler régulièrement à distance. On est plutôt de l'ordre de 30% dans l'ensemble de la population active. Mais j'ai envie de dire, pour le reste, il n'y a pas de déterminisme sociologique. C'est-à-dire que vous soyez cadre ou ouvrier, plus ou moins diplômé, eh bien, vous avez la même proportion d'aidants que de non-aidants dans toutes ces catégories. Pourquoi? Parce qu'avoir à s'occuper un jour de ses parents, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Justement, parce qu'il y a détermination sociologique et qu'on a avec nous le sociologue Serge Guérin, on l'a entendu, il y a une surreprésentation des femmes, c'est pas non plus incroyablement démesuré, c'est pas du 90-10, mais elles sont 54% alors qu'elles représentent 48% des actifs. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette surreprésentation des femmes dans le rôle d'aidant? Alors c'est vrai que les aidants, au début, d'ailleurs on parlait d'aidants naturels. Et la notion d'aidant naturel veut dire c'est naturel de le faire, et quand c'est naturel de le faire, ça voulait dire c'est aux femmes de le faire. Ça, c'était quand même un élément très très fort, d'où dans le débat sémantique qu'il y a eu au moment de la loi de 2015, d'autres parlaient d'aidants familiaux, par exemple. Ils disaient, attention, 20% des aidants ne sont pas liés biologiquement
ou en termes d'état civil, à la famille. Ça peut être un voisin, un ami, ainsi de suite. D'où la notion d'aidant de proche ou de proche aidant, qui rappelait justement cet élément-là très très fort. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, c'est rester, oui, il y a plutôt plus de femmes sans que ce soit non plus monstrueux en termes d'écart. Ça arrangeait tout le monde, cette histoire d'aidant, mais on ne va pas en parler. Et quand, vers 2006, il y a pour la première fois le 6 octobre, la journée nationale des aidants, qu'on obtient en disant mais c'est important qu'on en parle. Alors, les journées nationales, il y en a surtout, on peut se dire ça ne sert pas à grand-chose, n'empêche que c'était une manière aussi d'alerter la société en disant il se passe quelque chose. Ce qui est intéressant d'ailleurs, la première fois, c'est qu'il y avait plusieurs ministères. Il n'y a pas que le ministère des Vieux ou le ministère de la Santé. Il y a par exemple le ministère du Travail qui se dit mais c'est un sujet en effet. Donc ça a été pris comme ça, de cette manière-là. Et ensuite, en effet, il y a eu 2015, loi d'adaptation de la société au vieillissement, où on a obtenu, on a fait en sorte que pour la première fois, et la ministre de l'époque, Michel Delaunay, était médecin cancérologue. Et quand on lui parlait de ça, il disait ah oui, en fait, c'est les familles. Oui, c'est les familles. Sauf que c'est les familles qui sont plus impliquées ou une personne de la famille qui est plus impliquée. Et ce qui est très, 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 très intéressant, avec un collectif d'aidants, on avait essayé de montrer ce que ça représenterait si on payait, si la société payait. Là, on avait pris 8,5 millions d'aidants, 20 heures par semaine, parfois c'est 20 heures par jour. Hein. Quand c'est un proche qui est touché par une maladie neurologique, vous n'êtes jamais tranquille. Donc là, c'est quelque chose, quand je dis 20 heures, je suis gentil. Même les 4 heures où on dort pas. Voilà. Et donc, voilà. Mais donc là, 20 heures par semaine, 8,5 millions de personnes, 19 € de l'heure. On était à 168 milliards d'euros. Il n'y avait aucun chiffre à l'époque. Après, il y a des gens très sérieux qui ont fait des calculs autres. On est plutôt autour de 15 milliards. Mais si on compte vraiment le temps passé, mais c'est un temps monstrueux. Et donc, en effet, pour les gens qui sont à la retraite et tout ça, c'est une problématique. Mais pour les gens, évidemment, qui travaillent, c'est aussi une problématique. Et du coup, ça touche aussi les entreprises et ça touche l'ensemble du collectif. Un autre mot, puisque vous dites ça concerne tout le monde, je sais que quelque chose qui vous a vraiment intéressé dans l'étude ELAB, c'est qu'au fond, les Français non aidants ont peut-être encore plus de considération sur l'impact que ça peut avoir sur le travail. Ils s'en font encore plus une montagne que les personnes qui sont aidantes elles-mêmes. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est très très intéressant, c'est que dans les peurs que l'on peut avoir, y compris les peurs de l'âge qui vient, la peur d'être dépendant, le mot est très laid, d'être en perte d'autonomie, est quelque chose d'interne très très fort, et la peur aussi de se retrouver à devoir accompagner un proche, un parent, déjà parce qu'on n'a pas envie que nos parents aillent pas bien, tout bêtement, mais aussi parce qu'on se dit comment je vais faire. Donc il y a une angoisse par rapport à ça. Et ce qui est intéressant en effet, c'est que les gens l'ont globalement très bien intégré. Tout le monde sait que ça existe. Parce qu'il faut gratter pour trouver quelqu'un qui ne connaît pas autour de lui quelqu'un qui est aidant. Il faut vraiment y aller, quoi. Parce que globalement, il y en a tellement que obligatoirement, vous êtes touché d'une manière ou d'une autre. Et dans l'entreprise, vous pouvez le savoir que... Alors, ça dépend vraiment des entreprises. Dans certaines entreprises, on le médiatise, on en parle. Dans d'autres, c'est complètement invisibilisé. N'empêche que tout le monde sait qu'il y a cette situation-là. Et tout le monde s'en fait peur. C'est vrai que c'est intéressant. Dans cette étude, c'est la première fois que je voyais ça, où finalement, les gens qui le vivent, ils ne disent pas que c'est la fête. Mais finalement, c'est moins pire que ceux qui imaginent comment ils feront. Ce qui prouve aussi d'ailleurs que nous avons des ressources insoupçonnées et que par ailleurs, les aidants développent des capacités très particulières, qu'ils ont souvent déjà sans le savoir, ou qu'ils doivent trouver, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien, mais en tout cas, c'est une réalité. Et donc les gens, face à la contrainte, souvent, il n'y a pas le choix. Comment je vais me débrouiller? Et d'où aussi le fait qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels du secteur, ainsi de suite. Voilà. Donc on est confronté à tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête quand même que les gens qui le vivent presque moins pire que ceux qui n'ont qu'une trouille, c'est de le vivre. Donc on voit effectivement que c'est quelque chose qui fait très peur. Globalement d'ailleurs, Adrien, ce que votre enquête montre, c'est que l'intégralité des Français sont persuadés que le fait de devoir être aidant, ça a un impact négatif sur la carrière, mais ça se matérialise comment, à quel point c'est grave et comment on l'explique? Alors on a plus de 80% des actifs effectivement qui nous disent que c'est compliqué aujourd'hui de concilier cette double journée, cette vie d'aidant et cette vie professionnelle. C'est vrai que comme le disait Serge à l'instant, 84% des aidants nous le disent quand même que c'est compliqué leur situation, mais 88% des non-aidants disent que ça doit être compliqué d'être un aidant. Donc effectivement, c'est exactement ce que tu disais, on retrouve ce décalage et cette peur qui peut exister chez les non-aidants de devoir jongler entre deux vies. Alors concrètement, l'impact de sa situation d'aidant sur sa vie professionnelle, il est quand même assez fort. Ça a un impact sur sa vie professionnelle actuelle. Les aidants nous disent qu'ils ont une perte d'efficacité, de la fatigue qui s'installe au quotidien, un manque peut-être de concentration également pour réussir à faire son métier au quotidien. Et puis ce sont des personnes qui nous disent « dans ma vie professionnelle, je suis freiné. Je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. » En termes de promotion, de formation, peut-être de reconversion.
Alors, à ce propos, je voudrais citer votre étude. 46% des aidants a renoncé à au moins une de ces situations, renoncé à changer de métier, changer d'entreprise, refuser une évolution professionnelle ou refuser des formations. Je vous la redonne pour mémoire, mais je sais qu'a priori vous la connaissez puisque c'est votre étude. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces 4 chiffres? C'est très conséquent quand même. Bien sûr, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'au-delà de la complexité de la situation déclarative, ça a des implications concrètes pour la vie des aidants. C'est véritablement une vie professionnelle bloquée, entravée, parfois, dont les aidants nous font le récit. Ils sont en effet près d'1 sur 2 à avoir renoncé à une opportunité professionnelle en raison de leur situation d'aidant. C'est changer de métier, c'est changer d'entreprise, c'est renoncer, refuser à une évolution professionnelle qu'on nous aurait proposée. Et c'est évidemment refuser des formations dans une ère, je le disais, où il y a l'intelligence artificielle et où la formation est clé dans le monde de demain. Donc c'est une véritable vie professionnelle qui est entravée, qui est bloquée, en tout cas pour la moitié des aidants, et pour même un peu plus encore pour les aidants qui sont parents, la génération sandwich. Je me fais évidemment l'avocat du diable. Je sais à quel point c'est compliqué d'être aidant, mais refuser une évolution, ça veut dire que par anticipation, on se bride, on se dit je ne vais pas réussir à apprendre plus de choses. Ça en dit long aussi, on en parlera un petit peu ultérieurement, mais sur la facilité qu'on a à parler avec ses supérieurs de sa situation, quoi. Tout à fait, ce sont des personnes qui se disent à l'avance « je n'y arriverai pas ». Je suis probablement déjà sous l'eau dans mon quotidien, comment voulez-vous que demain j'en fasse plus ? Parce qu'en fait, au-delà même d'une situation professionnelle bloquée, on a quand même près de 4 aidants sur 10 qui craignent de perdre leur emploi. Donc on voit que ça va même jusqu'à la peur. Demain, de perdre son boulot, c'est même une proportion supérieure chez les aidants qui sont parents, évidemment, parce que ne plus avoir de travail, c'est évidemment d'abord ne plus avoir les ressources financières qui sont utiles pour soi-même, évidemment, mais pour la personne qu'on aide en tant qu'aidant et évidemment, le cas échéant, pour ses enfants. Je vous remercie, je vous récupère ceci, je vous le redonne tout à l'heure. Serge, vous l'avez dit tout à l'heure à propos de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre, vous faisiez partie de ceux qui la portaient très fort il y a 20 ans. On a entendu votre optimisme au début sur le bouleversement démographique. Là, on entend des choses très sombres. Alors, vous, en 20 ans, est-ce que vous avez vu des évolutions sur le sujet? Est-ce que vous avez vu ces fameux renoncements? Est-ce que vous sentez que ça commence à bouger? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que la notion d'aidant a pris une visibilité beaucoup plus forte qu'auparavant. Le terme même est compris, alors qu'au début, par exemple, il y a plein de gens qui disaient « mais moi je ne suis pas aidant, je fais juste ce qui est normal de faire. C'est normal que j'aide mon père, ma mère, c'est normal que je m'occupe de mes enfants, ainsi de suite, c'est juste normal. » J'ai dit « oui, bien sûr que c'est normal et c'est très bien, n'empêche que, il y a peut-être le fait de le dire, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde, disait mon vieux camarade Albert Camus. Bah là aussi, il faut nommer les choses. Sinon, finalement, on n'intervient pas et on ne fait pas d'action qui pourrait mieux accompagner ces personnes-là, mieux les soutenir. Donc ça, c'est... Voilà. Et de ce point de vue-là, ça a plutôt progressé. Alors, de manière très, très hétérogène. Par exemple, il y a un certain nombre de grandes entreprises, qui ont les moyens aussi, et qui accompagnent plutôt mieux les personnes. Et dans des entreprises, par exemple, plus petites, c'est aussi tout simplement plus complexe. Si vous avez 5 salariés, il y en a un qui est aidant, bah, c'est plus difficile de réorganiser les horaires, de faire des choses. Alors que voilà, si c'est une grosse boîte, ça peut s'organiser autrement. Donc il y a aussi cette question sociale de savoir là où je suis. Puis c'est aussi géographique. Si je suis dans un endroit proche d'une grande ville et ainsi de suite, il y a plus de centres, il y a plus de moyens pour accompagner. Si je suis dans un petit village, il n'y a rien autour de moi. Donc c'est aussi beaucoup plus complexe. Donc selon ma situation, je ne vis pas les choses non plus de la même manière. Donc il y a vraiment ces éléments-là. Mais après, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que globalement, on n'a pas fait tant que ça par rapport aux aidants. Il y a des entreprises, il y a des systèmes type Responsage ou des choses comme ça. Les entreprises vont Responsage, c'est une structure qu'on a fondée il y a des années, qui permet aux entreprises de s'abonner. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, eh bien, il peut de manière anonyme. Ses collègues ne le savent pas nécessairement. Son manager ne le sait pas nécessairement. Parce que là aussi, on a un vrai problème. D'ailleurs, il me semble que dans la formation ou dans la notation des managers, savoir leur capacité à prendre en compte la situation des salariés et entre autres la question d'être aidant ou pas, devrait être mieux travaillé. Parce que finalement, depuis quelques temps, je trouve qu'un tel, il est moins efficace qu'avant, ou il est moins présent. Bah oui, il a un gros problème, mais il n'a pas toujours eu envie d'en parler, pour une raison X ou Y. Y compris parce qu'en effet, parfois, on se dit, je me mets en risque. Si on apprend que je suis devenu aidant, eh ben, j'aurai pas de promo, je risque peut-être de perdre mon emploi, et ainsi de suite. Donc il y a de l'autocensure. Il y a de la peur.
Contrairement à des situations de parentalité où pour les femmes, elles vont avoir du mal à casser leur grossesse à un certain moment et les hommes vont quand même devoir dire il va falloir que tu m'accordes ce congé paternité parce que je vais m'absenter quelques semaines. On ne déclare pas nécessairement qu'on est aidant, on attend que la situation soit un peu hors de contrôle. En fait. Exactement. Souvent, c'est quand c'est trop tard, quand on dit j'y arrive plus, quoi. Où on commence, on a utilisé tous ces RTT, on a utilisé toutes ces journées, tout ça. Et à un moment donné, on n'y arrive plus. Et parfois, burn-out ou autre, et même la personne va se mettre d'ailleurs en congé maladie parce qu'elle ne sait plus comment faire. Donc, parce qu'elle n'a pas osé, alors à tort ou à raison, parce qu'il peut y avoir aussi des entreprises qui ne sont pas dans une écoute favorable, mais souvent aussi à tort, parce que les entreprises sont aussi là quand même pour essayer de comprendre les choses. Donc on a quand même cette difficulté-là. Donc les choses ont plutôt progressé dans la prise de conscience, on le voit bien avec l'étude. Quand on est à 88% des salariés qui se disent voilà, ça va être dur d'être aidant, ça veut bien dire que les gens ont compris qu'il y avait un sujet. Alors qu'avant, ils disaient c'est quoi être aidant. Donc de ce point de vue-là, on a beaucoup progressé, voilà. Mais en termes plus pragmatiques, finalement le progrès est beaucoup plus faible. Alors je voudrais poser une question pour tous les deux, c'est le deuxième enseignement de l'enquête, je vous laisse découvrir ce chiffre. On peut penser que c'est un paradoxe parce qu'en vous écoutant, on voit bien que c'est compliqué d'être aidant et concilier ça avec une activité professionnelle et pourtant 90% des répondants aidants disent vouloir à tout prix conserver leur activité professionnelle. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une question de revenus, mais est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est la seule raison? Je crois que ça interroge la place qu'a le travail dans nos vies aujourd'hui, dans notre société. On parle beaucoup en ce moment des Français qui ne voudraient pas travailler plus, de la société des fainéants. En fait, le travail reste très important dans la vie des Français. Simplement, je dirais que c'est sa centralité dans cette vie qui a un peu bougé. C'est en tout cas ce qu'on mesure nous dans nos enquêtes ELAB par ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, sa vie professionnelle, elle est concurrencée par d'autres aspects de sa vie personnelle, sociale, familiale, ses passions, ses hobbies. Mais pour faire une vie complète, il faut qu'il y ait tous ces piliers à la fois. C'est donc un véritable équilibre vie pro, vie perso aujourd'hui qui est recherché par les salariés de manière générale et par les aidants en particulier. Donc les aidants nous disent « oui, j'ai une vie personnelle qui est remplie, mais je n'ai pas envie que ce soit là toute ma vie. J'ai besoin d'avoir aussi une vie professionnelle pour avoir justement cet équilibre, à la fois sa vie personnelle effectivement avec ses proches, mais aussi une vie professionnelle qui apporte finance, mais effectivement qui apporte contact social, qui apporte progression personnelle, intérêt, stimulation intellectuelle et autres. Donc c'est véritablement la volonté de concilier les deux absolument. Il n'y a pas du tout une démission des salariés aidants aujourd'hui. Donc Serge, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, un salaire ne suffirait pas. Personne, au fond, ne veut être aidant à temps plein. C'est ça l'histoire. Nous avons des identités multiples. Être aidant ne suffit pas à me définir. Et je n'ai pas envie d'être réduit à être aidant. Donc ça, c'est le premier élément. Je suis plusieurs choses à la fois et je ne veux pas oublier le reste. Deuxième élément, alors toutes les enquêtes, tous les entretiens que j'ai pu faire, ça ressortait toujours, c'est le travail, c'est aussi une soupape de sûreté, quoi. Ça me fait penser à autre chose. Je ne suis pas en train de m'occuper de papa, maman et ainsi de suite. Je fais autre chose. Et donc, ça me libère aussi l'esprit. Puis, troisième élément, il ne faut pas oublier, c'est que le travail, c'est d'abord du lien social. Le premier élément, pourquoi les gens vont travailler, c'est d'abord pour voir les autres. C'est pour échanger, ainsi de suite. D'où d'ailleurs l'importance de tous ces temps un peu informels, que ce soit à la cafette ou je ne sais où, c'est aussi pour voir d'autres personnes. Vous savez, quand les gens partent à la retraite, très souvent, la première des éléments les plus durs pour eux, c'est du jour au lendemain, j'ai perdu 50% de mes relations. Et Gérard, que j'ai détesté pendant 10 ans au bureau, il me manque parce que je ne le vois plus. Et c'est pareil, je me retrouve aidant, je perds tous les collègues et ainsi de suite, je ne peux plus parler avec toutes ces personnes-là. Et donc, ça m'enferme. Et donc, j'ai très peur de ça, je n'ai pas envie de ça. Et si vous êtes une femme par ailleurs, on va encore plus vous enfermer dans des activités domestiques. Donc tout ça, c'est refusé. Et donc, ça me permet de garder une liberté. Liberté d'ailleurs qui est très très important, parce qu'aujourd'hui, c'est la loi Hérault 2015. Pour la première fois, quand on est aidant, on a pu, alors c'est 8 trimestres, vous passez votre vie à accompagner quelqu'un, vous arrêtez de travailler, et puis on va compter 8 trimestres de cotisation. Mais c'est tout. Et après, vous vous retrouvez, pour faire valoir vos droits à la retraite, avec beaucoup moins de droits, parce que simplement, pendant tout un temps, vous n'avez pas travaillé pour accompagner quelqu'un. Et du coup, même économiquement, là, de ce point de vue-là, ça devient difficile. D'où d'ailleurs tout le débat, est-ce qu'il faut un statut d'aidant ou pas? Parce qu'il y a un risque par rapport à ça. S'il y a un statut d'aidant, on vous enferme aussi. On vous cantonne à... Exactement. Et donc, ça peut être... Alors, c'est une demande d'une partie des mouvements autour des aidants, mais il y en a d'autres qui disent attention, on enferme les gens dans quelque chose. Mais comme on parlait de la génération sandwich, je reviens sur votre premier point. C'est assez marrant d'entendre beaucoup de parents de jeunes enfants
dire « Ah, heureusement, je retourne au travail, ça me repose, parce que là, ce week-end, dormais pas, etc. C'était fatigant. » Et donc, effectivement, le travail comme soupape, c'est quelque chose que vous constatez tous les deux, quoi. Bien sûr, le travail, il y a une vision très française de dire « Ah, le travail, c'est atroce et tout ça ». C'est d'abord un lieu de relation avec les autres et c'est un lieu d'émancipation. Je me libère d'un certain nombre de carcans, j'apprends des choses, je peux progresser, je peux faire des formations, et ainsi de suite. Donc il y a tout ça. Alors il peut y avoir des zones de travail très très difficiles, et ainsi de suite. Mais n'empêche que globalement, c'est plutôt quelque chose qui participe de l'émancipation plutôt que de l'enfermement. Et donc, encore plus quand je suis aidant, j'ai besoin de respirer. Alors donc maintenant qu'on comprend qu'il ne va pas y avoir une grande démission pour pouvoir être aidant à temps plein, mais qu'on va essayer de concilier au mieux, c'est quoi les grandes attentes des Français autour de la question de concilier aidant et vie professionnelle? Adrien, ils veulent quoi? Plus de flexibilité Oui, c'est ça, exactement. En fait, on l'a vu, les aidants, ils ont des difficultés à concilier cette double journée, mais en même temps, ils ont envie d'y arriver. Et pour y arriver, il y a une conviction très forte qui est partagée dans l'étude, c'est qu'ils ont besoin d'aménagement de la part de leur employeur. Une majorité d'entre eux nous disent « j'ai besoin de plus de souplesse et de flexibilité dans les horaires évidemment, peut-être plus de congés disponibles, pouvoir aménager son temps de travail, son organisation de travail dans la journée. C'est pour ceux qui le peuvent, peut-être plus de télétravail. Donc c'est véritablement une majorité d'entre eux, 57%, qui nous disent « j'ai besoin aujourd'hui, j'en ai le besoin, j'ai besoin de bénéficier d'aménagement dans mes horaires à mon travail ». Pourtant, le paradoxe, c'est qu'une majorité, quasiment la même proportion, 55%, ne bénéficie d'aucun aménagement aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on explique cet apparent paradoxe ou contradiction? D'abord, ce chiffre, je crois que vous avez sous les yeux, c'est que déjà 6 aidants sur 10 soit n'ont pas parlé de leur situation au travail, soit quand ils l'ont fait, ils estiment ne pas avoir été écoutés. Alors je le prends dans le détail parce que c'est évidemment un chiffre important pour tous les deux. Donc 6 personnes sur 10 ont parlé de leur situation, n'ont pas été écoutées. Dans le détail, 17% en ont parlé mais n'ont pas été écoutés et 43% ont parlé de leur situation d'aidant à leur travail pour bénéficier d'aide ou d'aménagement et ont trouvé une oreille attentive. Je veux bien que vous me commentiez ces deux chiffres. Le 17%, il est quand même assez terrible, même si ça reste minoritaire. J'en ai parlé, je ne veux pas le savoir. C'est terrible, non? Oui, c'est terrible. Et ce qui est peut-être encore plus terrible, donc désolé de encore un peu dramatiser la situation, mais ceux qui en ont parlé à leur travail, ils en ont surtout parlé à qui? À leurs collègues. Alors les collègues, effectivement, c'est utile, ça dépanne si j'ai besoin de me faire remplacer 1 heure ou 2 un après-midi. Mais si on veut bénéficier d'aménagements concrets et durables, c'est évidemment à son employeur directement, à sa hiérarchie, ses ressources humaines ou son manager à qui il faut en parler en premier lieu. Et effectivement, ce ne sont pas ces personnes-là vers qui les salariés aidants vont naturellement. Mais il vous explique pourquoi justement ils s'auto-limitent en n'allant pas voir les employeurs, mais juste en s'en confiant à la cantine en disant « là j'en peux plus, là c'est trop difficile ». Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il y a peut-être d'abord... Peut-être qu'il se dit, je suis dans une entreprise qui n'est pas en capacité de répondre à mes besoins, notamment, tu le disais, les petites entreprises qui ont assez peu d'effectifs, où il n'y a pas forcément de marge de manœuvre toujours pour y arriver. On a peut-être des aidants qui sont un peu résignés, ils se disent, de toute façon, ça ne changera rien. Et puis, on a aussi, alors ça, c'est quelque chose qu'on observe dans une autre partie de l'étude sur la parentalité, mais on a des actifs qui sont convaincus que déclarer au travail vouloir avoir des enfants, ou en avoir directement, ça peut nuire à leur carrière professionnelle. Et on est quand même à plus de 80% des actifs qui sont convaincus donc que la parentalité ou le fait d'être aidant, c'est un sujet qui est tabou, voire même qui peut être porteur de stigmates dans son entreprise. Après, refus de promotion, etc., etc. Donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles les aidants n'en parlent pas. C'est-à-dire que le travailleur parfait est un travailleur en bonne santé qui n'a ni parents ni enfants. En tout cas, certains actifs en sont convaincus. Et le déplore. Serge, on voit que c'est ridicule que ces tabous persistent aussi longtemps alors qu'il y a tellement de choses qui se sont dénouées, débloquées, de paroles libérées ces dernières années. Pourquoi est-ce que celle-là, elle reste entravée? Alors, il y a aussi des formes d'autocensure. Je ne vais pas le dire parce que ça me met en fragilité, parce qu'une certaine manière, j'en ai parfois un peu, je ne suis pas très fier, c'est compliqué. Je suis très fier d'annoncer que j'attends un enfant ou que ma compagne attend un enfant, ainsi de suite. En revanche, on n'arrive pas au bureau en disant, ou à l'atelier en disant « Ah, ça y est, ils ont trouvé, c'est Alzheimer ». Voilà, c'est pas pareil. Donc il y a quand même quelque chose, c'est pas une bonne nouvelle et c'est pas une nouvelle qui valorise. Donc il y a quelque chose autour de ça. Donc il y a plein de gens en effet qui. Mais pardonnez-moi, mais c'est quand même une nouvelle pour laquelle on n'est absolument pas responsable.
Bien sûr. On peut arriver en disant, bah voilà, là pour le coup, on n'a rien fait de mal. S'il y a quelque chose qui devrait unir 100% des personnes, la maladie, c'est la chose la plus injuste au monde, quoi. Absolument. Mais il y a une espèce de frein, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans des cultures d'hyper-performance, où il faut être bon, il faut être dans la réussite, et ainsi de suite, et donc il faut être performant. Et là, je risque de perdre de la performance. Donc il y a quelque chose autour de ça qui est très puissant et qui freine les gens. Deuxième élément, c'est vrai que à qui j'en parle? Je suis dans une entreprise un peu importante, il y a par exemple la médecine du travail. Je peux aller en parler parce que, et d'ailleurs dans l'étude, ce n'était pas très important, la médecine du travail. Aussi parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de médecine du travail, tout bêtement. Je suis dans une petite entreprise, c'est compliqué, voilà, et ainsi de suite. Mais voilà. Mais sinon, à qui j'en parle? Est-ce que j'en parle à mon manager? Manager, il a 20 ans de moins que moi, il ne va pas très bien comprendre mes histoires de parents, et ainsi de suite, par exemple. Dans certains cas, c'est moi-même, ce qui est vrai ou faux d'ailleurs, mais moi-même, je n'ai pas envie de lui dire, ou je suis gêné, tout ça. D'où d'ailleurs l'importance parfois de pouvoir le dire sans que ça se sache, en fin de compte. Parce que, donc c'est ce que nous a déri, c'est-à-dire qu'en fait, j'en parle à des collègues histoire de me libérer d'un fardeau, mais ça ne va pas changer mon quotidien professionnel. Parce que les collègues, ils peuvent, ça dépend des collègues, ça dépend de la qualité de l'équipe, mais on va se débrouiller pendant un temps. Par exemple, il y a eu des phénomènes autour des dons de RTT ou des choses comme ça. Donc on va trouver des solutions, mais pendant un temps. Puis s'il y en a un, ça va. S'il y en a 5 dans l'équipe, ainsi de suite, c'est comment on fait. Donc c'est aussi complexe pour tout le monde. Donc du coup, c'est comment on organise ça. Et si l'entreprise n'en parle pas en disant, on prend en compte les fragilités, ça peut être celle-ci, mais ça peut être d'autres, on prend en compte les fragilités d'une manière ou d'une autre, on vous écoute, et ainsi de suite. Donc, d'où l'importance, par exemple, de pouvoir appeler des assistantes sociales à l'extérieur. D'abord, parce qu'il y a très peu d'assistantes sociales encore aujourd'hui dans les entreprises. Et puis, pareil, je suis pas lié directement à l'entreprise. Donc, ça me permet d'en parler à d'autres sans que l'entreprise autorise d'en parler à d'autres d'une certaine manière, mais sans que je sois mis en fragilité au sein de l'entreprise. Donc, il y a toutes ces peurs qui sont là. Et donc, c'est moyen pour favoriser le fait que les gens puissent enfin en parler et donc se faire aider. Et en plus, c'est intéressant, c'est quand je me fais aider. Mais c'est tout bon pour l'entreprise, parce que je vais être aussi plus efficace dans l'entreprise, parce que je ne suis pas 2 heures discrètement à essayer d'appeler pour trouver une place en EHPAD, quoi. Là, d'un seul coup, d'autres personnes qui connaissent mieux le sujet vont m'aider à le faire. Et donc, pendant ce temps-là, j'aurai l'esprit plus libre, puis je travaillerai tout simplement. Donc, il y a aussi ça. D'ailleurs, ça crée aussi, finalement, plus de liens. Ça renforce aussi le lien avec l'entreprise, quand le lien est capable, justement, quand l'entreprise est capable de m'écouter, de dire, là, vous êtes en situation qui est complexe, qui est fragile, ainsi de suite, on va vous accompagner, on va vous filer un coup de main, ainsi de suite. Il y a aussi cette notion-là qui est très forte, c'est finalement, l'entreprise, c'est un corps social. Et donc, elle est là aussi. Sa réalité, c'est de produire, c'est de réaliser quelque chose, mais elle est là aussi pour que les gens qui y vivent se sentent du mieux possible, y compris parce qu'en se sentant du mieux possible, il y a des chances qu'ils travaillent aussi mieux. Alors, que font déjà les entreprises sur le sujet? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place et qu'est-ce qu'elles pourraient faire de plus pour faciliter la vie des personnes aidantes? Encore une fois, il faut rappeler ce chiffre, 5 millions de personnes, dont 2,5 millions de génération sandwich, Adrien nous le disait, c'est colossal. Oui, et ça va ne faire que augmenter. Oui, pardon. Si en plus, non, mais voilà. bien sûr, c'est important de se dire. Alors les entreprises, en effet, un des éléments les plus efficaces, c'est quand même trouver, s'organiser en termes d'horaire. Ce qui n'est pas si simple que ça. Ça dépend de votre métier, ça dépend de votre place dans l'équipe, mais parfois, ça dépend aussi, est-ce que vous pouvez être en télétravail ou pas. Je sais pas, vous êtes une infirmière ou vous êtes un pompier, c'est pas le télétravail. Donc comment on va faire? Donc c'est aussi, vraiment le premier élément, c'est quand même ces histoires d'horaire, d'accompagnement, ainsi de suite. Il y a des entreprises qui ont créé des journées congés aidants, par exemple. Il y a des journées en plus. Parce qu'on considère que vous avez plus besoin de jours que d'autres, et donc on va vous ouvrir des journées supplémentaires. Donc, il y a ce type de choses. De l'ordre de quoi? C'est une journée par mois ou c'est en fonction? Voilà, selon les entreprises, et c'est quelques entreprises, on va rajouter par exemple une journée par mois pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et ainsi de suite, selon la situation de la personne. Et c'est discuté parce que la personne est dans telle ou telle situation d'aidance où il y a besoin. Pardonnez-moi de rentrer dans le détail, mais ce n'est pas la même chose d'avoir un parent aidant qui est en perte d'autonomie, qui peut plus se déplacer, qui a besoin d'aide pour faire des courses, où il faut venir tous les jours, en gros, ce que vous disiez au début, les fameuses 3 heures par jour, et quelqu'un qui a une démence sénile qui peut se faire très mal, voire faire du mal à d'autres, et là, pour le coup, il faut être là tout le temps. Donc, est-ce que l'entreprise peut abonder en face de manière différenciée, ou est-ce qu'elle a un congé aidant unique? Alors là, c'est un congé aidant unique à partir d'une situation objectivée. Après, il y a dans certains cas, de toute manière, il faut dire à la personne aidante, on arrête. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc à un moment donné, il faut aussi, alors c'est aussi le rôle des entreprises après tout, mais c'est le rôle plus large de dire, vous n'êtes pas Superman ou Superwoman. Là, à ce moment-là, il faut vraiment que le relais soit pris, service à la personne,
maison de retraite médicalisée, lieu d'accueil, ainsi de suite. Il y a un moment donné où vous ne pouvez pas, si ça devient 20 heures par jour, à un moment donné, vous mettez vous-même en risque. Adrien, en ouverture, vous parliez des études transition avec un S que Elab réalise avec l'UNEDIC. Et c'est vrai qu'au fond, on se dit que pour l'entreprise, aujourd'hui, on est vraiment dans un milieu extrêmement incertain. Et il y a des choses, on avance, on ne sait pas quelle va être la réalité du dérèglement climatique demain. Enfin, on sait que ça se réchauffe et on sait que ça va être compliqué, mais on n'a pas l'idée de l'ampleur. De la même façon que pour l'intelligence artificielle, on l'a vu dans une autre émission longue vue, on ne sait pas combien d'emplois ça va impacter. Là, ce qu'on entend avec vous deux depuis le début de cette émission, c'est quand même, on sait. On sait qu'il y aura de plus en plus d'aidants, de moins en moins de jeunes, on sait qu'il y a de moins en moins de besoins. Comment est-ce que vous expliquez que les entreprises ne bougent pas plus sur le sujet ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les salariés aidants qu'on a interrogés, eux, sont convaincus qu'il y aura de plus en plus d'aidants à l'avenir. Donc cette situation s'est anticipée, en tout cas par les salariés eux-mêmes, qui se disent il y aura de plus en plus autour de moi ou moi-même de personnes qui vivront dans cette situation. Donc pour les entreprises, c'est vraiment un véritable enjeu et défi. Aujourd'hui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que lorsqu'une entreprise, elle met en place des choses, des aménagements, c'est aussi une relation qui s'améliore avec son employé. C'est une fidélité qui est renforcée. Et nos chiffres confirment tout à fait ce que tu disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés aidants qui ont bénéficié d'un aménagement de flexibilité horaire, par exemple, ont une satisfaction de leur vie professionnelle et de leur équilibre vie pro-vie perso qui est nettement meilleure, de l'ordre de 15 à 20 points de plus que les salariés aidants qui n'ont bénéficié de rien. Donc on voit que pour les entreprises, c'est un véritable enjeu d'engagement et de motivation au quotidien. On a même d'ailleurs près de 8 aidants sur 10, et même 8 actifs d'ailleurs de manière générale, aidants ou non aidants sur 10, qui nous disent que quand ils cherchent un travail et qu'ils regardent les offres d'emploi, les descriptions, etc., eh bien, ils regardent ce que fait l'entreprise sur tous ces sujets liés à la transition démographique, évidemment aidants, mais aussi parentalité, formation des seniors. Dans l'enquête, 75% des actifs interrogés déclarent que l'engagement d'une entreprise sur les sujets en lien avec la transition démographique pourrait les inciter à y postuler. Et ils sont 78% à estimer que cet engagement les inciterait à rester durablement dans une entreprise. Et 8 sur 10 nous disent « c'est quelque chose que je prends en compte quand je cherche une entreprise ». Et même dans l'étude, c'est même plus important que ce que fait l'entreprise par rapport à la transition écologique. Exactement. On est 80-72, je crois. Exactement, c'est ça. C'est super intéressant. C'est-à-dire que vraiment, parce que ça me touche très directement. Et ce que j'avais essayé aussi de montrer, j'ai fait un bouquin qui s'appelait « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» où il y avait cette idée, tous les jeunes seraient écolos et tous les vieux seraient des atroces pollueurs. Mais il faut aussi rappeler que les gens qui vont le plus subir ces bouleversements climatiques, c'est les gens qui seront les plus fragiles. Le handicap, la maladie, la vieillesse. Donc c'est encore plus rude. Donc cette question-là, en effet, elle va demander aussi à comment l'entreprise arrive à prendre en compte ces deux transitions, d'où d'ailleurs le grand intérêt de votre démarche des transitions. Parce qu'en effet, il y en a plusieurs, et elles ne sont pas chacune dans un coin. Elles rétroagissent les unes sur les autres, et elles aggravent les unes et les autres. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que les histoires de pollution, de réchauffement climatique contribuent aussi à ce qu'il y ait plus de gens qui soient en fragilité. Parce que simplement, ça accélère certaines problématiques de santé. On va bientôt conclure, mais peut-être en vous écoutant tous les deux, je pensais quand même beaucoup aussi à cette question d'exemplarité. Et je me disais que sur énormément de grandes causes nationales importantes au travail, il y a des chefs d'entreprise qui ont parlé, il y en a qui ont brisé le tabou de l'alcool au travail. Récemment, il y a le patron de Publicis, Arthur Saadoun, qui avait publicisé le cas qu'il avait eu un cancer. Il avait reçu des milliers de mails de salariés de Publicis ou autres en disant « Ah bah merci, je ne savais pas qu'on pouvait en parler, je vais aller voir ma RH, du dépistage, etc. » J'ai jamais vu un patron parler du fait qu'il était aidant. Enfin, ou en général, il en parle a posteriori en disant « j'ai accompagné mon parent sur la fin de la vie ». Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être le genre de choses qui pourrait un peu faire bouger les lignes ? C'est vrai, d'ailleurs, je me souviens très bien d'avoir discuté dans une entreprise en disant « mais comment ça se fait qu'ils sont si actifs ?» Et à fait compte, la personne m'a dit « c'est parce que le DRH est dans cette situation-là ». Donc du coup, voilà. Et dans une autre entreprise, je me souviens que c'était un délégué syndical qui a dit « oui, en fait, je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes très… » En fait, parce que je vis la chose. Donc parfois, il faut la vivre soi-même. Bon, c'est souvent comme ça, pour en prendre conscience et avoir envie que ça dégouline sur les autres. Et c'est vrai que ça serait très intéressant que des personnes un peu emblématiques puissent dire aussi, oui, je suis, je sais pas moi, PDG, et en même temps, je m'occupe de ma mère, de mon père, ou que sais-je encore. Et c'est vrai que pour l'instant, en effet, c'est intéressant aussi de voir que ce thème-là, il reste très contraint, il n'est pas très vendeur. C'est, encore une fois, c'est pas sur un CV. Il y a des pudeurs, parce que là, en vous écoutant, me revient en mémoire l'exemple
l'ex-PDG de la RATP, juste avant Jean Castex, j'ai un trou de mémoire, mais nos téléspectateurs, téléspectatrices retrouveront, avait dit qu'elle elle a interrompu son mandat en cours en disant je voudrais aller m'occuper de mes parents qui sont en fin de vie. Elle n'a pas dit je suis aidante et c'est plus possible à concilier, mais c'était le cas et elle n'a pas réussi à nommer la chose. Ouais. Alors que c'est très intéressant parce que, là encore, mal nommer les choses, mais nommer les choses, c'est aussi dire, attention, les aidants, c'est aussi des gens extraordinaires qui apprennent plein de choses. Parce qu'ils sont quand même sacrément bons pour arriver à tout faire. Donc se dire, après tout, ces gens-là, comment on les valoriserait pas mieux? Là aussi, l'entreprise peut jouer là-dessus. En termes de VAE, par exemple. Pourquoi, quand on a appris pendant 5 ans, on a été obligé, on a jonglé, mais on a aussi développé des savoirs et tout ça. J'avais rencontré dans une série d'enquêtes comme ça des personnes qui, après avoir accompagné leurs proches, avaient pris goût pour ces secteurs-là. J'en ai eu comme étudiants qui se sont à la cinquantaine réorientés, ou des gens qui ont dit « mais moi j'ai envie de travailler dans ce secteur-là parce que j'ai appris des choses et j'ai envie d'en aider d'autres, mais de le faire professionnellement ». Donc c'est aussi comment l'entreprise se dit « mais là j'ai chez moi des gens quand même, j'ai des joyaux, j'ai des gens, j'ai des petits bijoux d'humanité et de capacité d'organisation. Peut-être qu'il faudrait aussi que je les valorise et que je les fasse même monter en responsabilité, s'ils le souhaitent, et ainsi de suite. Ouais, il y a aussi quelque chose à faire autour de ça. Donc c'est bien une question, là encore, d'image, de représentation et de capacité dans une société hyper médiatique, qu'on soit aussi capable de peut-être mieux et plus en parler. Pour conclure tout à fait, c'est le chiffre que vous donniez des 78%, c'est en fait tout le monde aurait à gagner à publiciser cette cause parce qu'au fond, les salariés se sentiraient mieux et peut-être que pour les boîtes, ce serait plus facile de gérer le quotidien. Exactement, pour motiver les personnes à responsabilité qui nous écoutent à sortir du bois et à se saisir de ces sujets, je peux leur dire qu'au-delà de l'attractivité, c'est aussi une question de fidélisation de leurs salariés actuels. Près de 80% d'entre eux disent effectivement les actions en matière de transition démographique, de parentalité et d'aidants que met en place mon entreprise m'incitent fortement et durablement à y rester. Écoutez, on ne fera pas mieux, de la même façon qu'il ne faut pas attendre le 8 mars pour faire progresser les droits des femmes, il ne faut pas attendre le 6 octobre pour faire progresser les droits des aidants. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Longue Vue.